Supportrice, supporter de l'AS Monaco, c'est Florian et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato entourant l'AS Monaco. On est le 14 juin 2025, soit 2 jours avant l'ouverture officielle du Mercato de cet été. Et c'est l'occasion pour moi d'évoquer avec vous un petit peu tout le contexte et les premières rumeurs évoquées ces dernières semaines dans les médias pour venir renforcer et remodeler l'effectif monégasque pour la saison 2025-2026. Et il y en a eu des rumeurs. Déjà, pour poser les bases de cette vidéo et de ce contexte mercato, il convient de rappeler que l'AS Monaco a terminé 3e de la saison en Ligue 1 2024-2025, derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. S'est qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions après avoir disputé l'édition 2024-2025 où elle a été éliminée en barrage après avoir été qualifié lors de la phase de Ligue, donc barrage lors duquel Benfica nous a éliminés à notre grand regret. Nous avons aussi malheureusement été éliminés très tôt en Coupe de France par le Stade de Reims qui a connu une relégation en championnat à l'issue de la saison. Donc voilà, les bases sont posées. On sait qu'il y a un contexte où l'AS Monaco avait certains manques l'année dernière. Donc des manques qui ont été comblés, notamment en attaque l'hiver dernier avec l'arrivée de Mika Biret, mais pas au milieu, là où à l'issue du mercato estival, il y a un an, on avait pointé, en tout cas beaucoup d'entre nous, peut-être pas moi, mais beaucoup d'entre nous avions pointé le manque de densité au milieu de terrain. L'ASM avait tenté le pari du prêt du Libyen Mousrati en provenance de Beşiktaş l'hiver dernier, un pari qui ne s'est pas avéré gagnant puisque le joueur n'a pas été conservé par l'ASM, qui n'a pas levé son option d'achat et a officialisé son départ autour du 19 mai. Donc voilà, on est dans un contexte où l'ASM va devoir à nouveau rechercher un milieu de terrain ou 2 milieux de terrain, à mon sens, pour apporter de la densité et de la rotation à un effectif qui en a manqué cruellement la saison dernière. On doit aussi chercher un nouveau gardien de but, puisque clairement Thiago Scuro, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 14 mai dernier à l'issue de la saison, a pointé les manques des 2 gardiens que sont Philippe Keun et Radoslav Majewski, qui se sont partagés à 50-50, hormis un match de Coupe de France, les minutes de jeu durant toute la saison et qui n'ont pas apporté satisfaction. Donc clairement, la direction sportive de l'AS Monaco a indiqué aux médias que le club était en recherche d'un gardien de but et nous évoquerons le sujet un petit peu plus tard. Et enfin, globalement, la presse et notamment l'équipe s'est fait l'écho du fait que l'AS Monaco cherchait du coup un gardien de but, mais aussi au moins un latéral, parce qu'il y a des besoins à ce niveau-là, et un milieu axial cet été. On évoquera un peu plus tard le fait qu'il y aura peut-être d'autres besoins à combler. Mais voilà, un petit peu le contexte dans lequel l'ASM se situe. Et au niveau des départs, il y a un certain nombre de bons de sortie qui ont été accordés à un certain nombre de joueurs. On fera le point aussi là-dessus au courant de cette vidéo. Mais voilà, ça pose les bases d'un mercato qui s'annonce agité du côté de l'ASM, tant sur le sens des arrivées que dans le sens des départs. Mais voilà, il y a quand même une volonté, et Scuro l'a dit, de maintenir un semblant, enfin en tout cas une forme de grosse stabilité. Cette stabilité, elle s'est déjà matérialisée par le fait que l'entraîneur Adi Hütter a été maintenu à son poste à l'issue de la saison. Même si on a pu se poser la question à un moment, alors qu'il a été prolongé en début d'année, que son poste soit mis en question. Mais voilà, la collaboration du binôme Scuro-Hütter va se maintenir pour au moins une saison supplémentaire, en tout cas sur le papier. On sait très bien qu'une saison c'est long et qu'il peut y avoir des changements durant celle-ci, ce que je n'espère pas, comme nous tous, néanmoins on ne sait jamais. Et il y a aussi tout ce contexte globalement d'incertitude qui est posé par certains profils au sein de l'effectif qui pourraient avoir des envies d'ailleurs, mais qui pour l'instant n'ont pas encore d'offres. Donc pour commencer, je souhaite plutôt m'orienter vers le point des départs, ce qui nous permettra aussi de switcher sur la partie des potentiels arrivants et notamment sur le fait que, comme je l'ai déjà dit, l'AS Monaco a accordé plusieurs bons de sortie
à certains joueurs. Sont concernés Marnez Akliouche, Wilfried Singo, Vanderson, Caio Henrique, Brel Mbolo, dont le contrat se termine dans un an, Radek Majewski et Philippe Keun, qui vont se retrouver avec un concurrent de taille dans les pattes, et il y en a un qui va devoir partir, au moins un. Et potentiellement Elias Benseguir aussi, qui a des envies de départ, puisque les relations avec son entraîneur ne sont pas forcément des plus fraîches. On a aussi évoqué un peu plus globalement dans la presse ces derniers mois, ces dernières semaines, un potentiel départ de Golovin, qui aurait des envies de retour en Russie, voire de Mohamed Salissou, et du côté des jeunes, de Simon Bouabré, dont le contrat se termine également en 2026, et qui, ces dernières semaines, a vu des frictions autour d'une prolongation de contrat se matérialiser, et qui a été privé d'Euro Espoir avec l'équipe de France, même s'il dispute, si je ne dis pas de bêtises, le tournoi Maurice Révélo, qui est une date UEFA et à laquelle il n'a pas pu déroger sur appel de l'équipe de France. Donc voilà, beaucoup de bonnes sorties. Aujourd'hui, donc 14 juin, peu d'offres. On a un Singo qui a été annoncé du côté de l'Atlético Madrid, enfin en tout cas courtisé par l'Atlético de Madrid. On a des rumeurs plutôt vagues concernant notamment aussi Mbolo. On a parlé de Beşiktaş. Vous retrouvez toutes ces infos, je le répète, dans mon thread Mercato sur X, ex-Twitter du coup. Vous retrouvez toutes les infos, toutes les sources. Je vous invite à faire un petit tour, à dérouler le thread et lire un petit peu tout le cheminement jour après jour. J'ai même fait au début de ce thread un récap des rumeurs qui étaient parues lors des dernières semaines avant les rumeurs que j'ai récapitulées. Voilà, vous aurez un petit peu tout le contexte des rumeurs et du mercato de la SM depuis aux alentours du mois d'avril-mai. Voilà, donc beaucoup de joueurs qui ont des bonnes sorties, mais peu d'offres. On a parlé aussi d'un intérêt potentiel de Liverpool pour Vanderson, du FC Barcelone qui finalement n'ira pas sur le joueur cet été. Voilà, beaucoup de bonnes sorties accordées, mais peu d'offres. On a un Akliouche qui souhaiterait aller au PSG, mais un PSG qui ne serait pas disposé à lâcher plus de 50 millions d'euros quand l'ASM en veut 70. Un Caio Henrique qui ne semble pas attirer les foules. Les gardiens pour le moment non plus. Donc on sait que le marché des gardiens est particulier avec un jeu de chaises musicales. Donc peut-être que ça se décantera quand l'ASM aura trouvé leur remplaçant. On a un Benseguir qui est courtisé par des clubs comme Leverkusen ou le Napoli, mais qui ne semble pas être un premier choix et pour lequel l'ASM ne serait pas disposé à laisser un bon de sortie, pour le coup. De toute façon, son avenir est intimement lié à celui de Marnez Akliouche, puisque si l'un part, l'autre ne partira pas et vice-versa, même si les deux pourraient être amenés à rester cet été, hein, évidemment. Voilà, donc tous ces joueurs-là sont concernés par un potentiel départ, donc à suivre, mais dans l'absolu, pour l'instant, pas vraiment d'agitation outre mesure pour tous ces profils. Donc un effectif, si on en reste là, qui serait globalement stabilisé. On parle aussi d'un départ de Mohamed Salissou qui a pas forcément donné grande satisfaction et qui a même montré de grosses lacunes cette saison. Donc c'est un partant beaucoup plus crédible pour moi. Et enfin, on a tous les joueurs prêtés que sont Myron Boadou, Johan Tincresse, Malamine Efekele, Richie Valmé, Nazim Babaï ou Paris Brunner qui pourraient être concernés par un départ cet été, même si ce dernier, le jeune international espoir allemand, a livré une fin de saison très encourageante du côté de Cercle Bruges et sera testé cet été lors de la pré-saison pour savoir s'il est conservé dans l'effectif de l'AS Monaco ou reprêté potentiellement au Cercle de Bruges, j'imagine, pour une saison supplémentaire. Au niveau des fins de contrat, l'ASM s'est séparée de certains jeunes. Je vais pas forcément les citer, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a pas de grosses fins de contrat cet été, pas de gros partants à signaler, hormis quelques jeunes. Et donc Al Mousrati, dont le prêt n'a pas été renouvelé. Et dans ce contexte où les partants sont potentiellement nombreux, mais où les offres sont pour l'instant peu légion, on a une ASM qui s'est déjà renforcée en vue de cette nouvelle saison
et a officialisé le 14 mai, à l'occasion de la soirée dédiée aux abonnés, la signature de l'international anglais Eric Dyer, qui va arriver libre en provenance du Bayern de Munich. Il a 31 ans, c'est un défenseur central qui est capable de jouer au milieu de terrain, qui va apporter tout son bagage et toute son expérience après près de 10 ans passés du côté de Tottenham, où il était arrivé en provenance du Sporting Lisbonne, puisque lui a passé une grande partie de son enfance du côté du Portugal. Donc une recrue d'expérience en défense centrale qui va venir densifier un secteur où Kerrer, Singo, Mawissa et Salissou sont aujourd'hui présents, donc au sein de l'effectif professionnel, et qui va vraiment apporter son leadership. C'est un joueur qui était extrêmement apprécié du côté du Bayern Munich. Les supporters avaient même milité à une période pour sa prolongation de contrat, mais le joueur qui était en désir d'un projet où il pourrait glaner du temps de jeu, est venu à trouver en Monaco un club qui lui a fait confiance et qui lui a offert un contrat de 3 ans. Donc finalement l'ASM engage un joueur libre sur lequel il va forcément dépenser une petite somme pour une prime à la signature, mais sur lequel il y aura vraiment juste une volonté de capitaliser sur l'expérience. Et toujours dans cette logique d'arrivée, il y a vraiment une politique estivale qui se dessine du côté de l'ASM avec des profils, pour la plupart des noms qui ont été cités dans la presse, de joueurs en fin de contrat et plutôt expérimentés qui pourraient venir garnir les rangs de l'ASM. Donc avant de passer sur le sujet du gardien, qui est vraiment un gros sujet, on a parlé de l'international espagnol Sergio Reguilón, qui est en fin de contrat du côté de Tottenham, d'où il était arrivé en 2020 en provenance du Real Madrid pour 30 millions d'euros. Reguilón, c'est un joueur qui va avoir 29 ans au mois de décembre, donc il a 28 ans aujourd'hui, mais qui n'a joué que 6 matchs, 316 minutes la saison passée à Tottenham, dans une équipe qui a sauvé sa tête en Première Ligue, qui a réalisé une très très mauvaise saison en Première Ligue, même si elle a gagné l'Europa League et s'est qualifiée pour la Ligue des Champions. C'est un joueur qui n'a pas su tirer son épingle du jeu dans une équipe qui était malade et qui a joué seulement 316 minutes la saison dernière. 316 minutes, je répète, ça fait même pas 4 matchs complets de jouer. Donc pour moi, un gros pari. Donc c'est un arrière-gauche, Reguilón. Donc il viendrait apporter de la densité dans le couloir gauche avec potentiellement une concurrence immédiate à Caio Henrique, ce qui enverrait potentiellement Kassoum Ouattara en prêt. Voilà, donc un pari, un gros pari, potentiellement un joueur avec un salaire conséquent qui pourrait débarquer. Voilà, donc premier profil de joueur fin de contrat ou en tout cas à relancer, qui est ciblé par l'ASM pour son couloir gauche. Donc on rappelle, l'ASM qui cible principalement un gardien de but, un latéral et un milieu de terrain parmi les profils ciblés en priorité, donc latéral gauche. Derrière, on a une rumeur concernant un autre Espagnol, et celle-là, vous avez dû la lire, la relire, la re-relire, et elle concerne l'ailier gauche espagnol, donc encore une fois, du FC Barcelone, Ansu Fati, qui a 22 ans, qui en aura 23 en octobre, et qui, selon les rumeurs, et notamment Fabrizio Romano, qui est, semble-t-il, assez proche du dossier, serait très proche de rejoindre l'ASM, les derniers détails étant en cours de finalisation pour sa venue en principauté. Le joueur a déjà donné son feu vert et Adi Hütter lui aurait déjà parlé et assuré d'un temps de jeu, selon certains échos médiatiques. Donc Ansu Fati, un joueur qui n'a disputé que 11 rencontres, participé qu'à 11 rencontres, qui lui aussi n'a pas joué plus de 300 minutes la saison dernière. Encore un pari pour un joueur qui était décrit comme un phénomène et qui s'est montré être un phénomène au tout début de sa carrière et qui, depuis, on va dire, 3 ans, au gré de nombreuses blessures et d'un prêt la saison
précédente, pas la saison qui vient de s'écouler, la saison précédente à Brighton, n'a pas su tirer son épingle du jeu. Donc un profil qui est à relancer, un vrai pari. Un joueur avec un salaire démentiel de 12 millions d'euros par an, selon les derniers chiffres que j'ai pu lire dans la presse. Donc l'opération devrait se faire autour d'un prêt sans option d'achat, obligatoire, mais avec option d'achat, d'un montant entre 12 et 15 millions d'euros, plus une clause à la revente très importante pour le Barça, qui compterait visiblement sur le fait que le joueur explose dans un autre contexte pour tirer un petit peu plus de bénéfices, mais qui ne veut plus lui donner de temps de jeu, avec un Hansi Flick qui a pointé au Barça certaines de ses problématiques au niveau de l'engagement et donc qui n'a pas réussi à le relancer cette saison. Donc Fati, mon point de vue sur cette rumeur, c'est que je pense que c'est une très mauvaise idée. J'espère me tromper, vous me rattraperez par le col. Si je me trompe et que l'ASM fait un coup exceptionnel en signant ce joueur, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Rien qu'au vu du salaire, même si l'ASM ne veut prendre qu'une charge en partie de son salaire. Voilà, je pense que c'est un trop gros pari avec trop peu de certitude au niveau sportif maintenant, 2025, au niveau physique, même si le joueur a connu moins de blessures la saison dernière, mais forcément il a moins joué. Donc c'est un joueur qui au niveau psychologique peut-être présente certaines carences. Donc voilà, mon avis sur Fati, c'est pas très positif. Reguilón, c'est la même chose, même si au niveau physique on ne parle pas forcément d'un joueur avec des carences, mais voilà, que penser d'un profil qui est en manque de temps de jeu aussi marqué? Voilà, rien de positif à mon sens, même si voilà, l'ASM doit tenter ce genre de profil. A contrario, Eric d'ailleurs, c'est un joueur qui a montré et fait preuve de beaucoup de régularité là où lors des moments où il a été appelé à jouer sous le maillot du Bayern la saison dernière. Donc voilà, on peut faire des bons coups. En parlant de potentiels bons coups, et encore, c'est un contexte à poser et beaucoup de et si, la potentielle arrivée d'un certain Paul Pogba sous le maillot de l'ASM est évoquée depuis plusieurs jours. Et depuis hier, donc 13 juin, on nous reparle de discussions entre l'ASM et l'entourage du joueur pour un contrat de 2 ans. Donc Pogba, il aura 33 ans dans quelques mois. En 2026. Donc là, il en a 32. Pogba, c'est un joueur exceptionnel qui, à jamais, restera gravé dans l'histoire du football français. Mais c'est un joueur qui n'a joué que l'équivalent en temps de jeu cumulé de 2 matchs et demi depuis les débuts de la saison 2022-2023. C'est pas un pari à ce stade, c'est un miracle qu'il faut espérer. Pogba, sans rentrer dans le détail, on sait qu'il a connu de gros soucis extra-sportifs avec une tentative d'extorsion impliquant l'un de ses frères. Il a été suspendu en début de saison dernière pour dopage pour une durée de 18 mois. Son contrat avec la Juventus ayant été finalement rompu en décembre dernier. Donc il n'a pas joué de match depuis septembre 2023 et une dernière apparition en Serie A contre Empoli. Voilà, Pogba, c'est un joueur libre. J'imagine que s'il y a une proposition de contrat de l'ASM, elle devrait déjà inclure un certain nombre de conditions tant en termes de matchs joués et forcément le salaire du joueur serait clairement dévalué par rapport à ce qu'il pouvait toucher précédemment. Mais Pogba, encore une fois, ça reste pas un pari, c'est un miracle qu'on doit attendre pour un joueur pareil. Avec tout le respect que je lui dois et qu'on lui doit pour tout ce qu'il a pu apporter au football français et en premier lieu cette Coupe du Monde il y a 7 ans.
je pense que à l'instar d'Ansu Fati, c'était une extrêmement mauvaise idée. Et encore une fois, rattrapez-moi par le col, vraiment, je vous laisse cette possibilité. Rattrapez-moi par le col si je me trompe et je serai le premier à admettre mon erreur, à faire mon mea culpa. Je vois la hype de beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux pour la potentielle venue de Paul Pogba. Le fait de savoir que ce blason pourrait avoir un joueur de cet acabit porter ses couleurs. Néanmoins, au-delà de tout l'aspect marketing exceptionnel qu'une arrivée de Paul Pogba et de toute la visibilité qu'il pourrait apporter sur le club, je pense qu'une arrivée de ce joueur relève d'un trop grand pari et pourrait, si ça ne fonctionne pas, être, à mon sens, peut-être une mauvaise idée. J'espère me tromper, mais encore une fois, laissons nos dirigeants travailler sereinement. Il y a peut-être une volonté derrière et des certitudes qui sont existantes concernant Paul Pogba et potentiellement le joueur qui aurait, on ne sait pas, l'envie de décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026 avec une saison exceptionnelle, ou en tout cas qui lui permettrait de décrocher son billet pour les États-Unis. Sachant qu'en plus Didier Deschamps est un habitué des travées du Louis II, donc c'est un moyen de rester proche du sélectionneur. Donc pourquoi pas. Mais voilà, donc des paris potentiels recherchés par l'ASM, que ce soit Reguilón, que ce soit Ansu Fati, que ce soit Pogba. L'ASM piste, donc ce sont les principales pistes qui ont émergé ces dernières semaines. Et au niveau d'un des plus gros dossiers de l'été, le poste de gardien de but. Donc, comme on l'a déjà dit, Radoslav Majewski et Philippe Keun n'ont pas apporté satisfaction depuis 2 saisons, même si on a cru en fin de saison 23-24 qu'on avait trouvé notre nouveau gardien avec Radek Majewski. Finalement, il a perdu sa place, hein, comme Philippe Keun l'avait perdu avant lui. Donc, ils ont chacun endossé la casquette de numéro 1 et numéro 1 bis depuis 2 saisons. Et l'AS Monaco donc, a décidé d'en changer pour cette saison et de leur mettre un concurrent de poids dans les pattes. Donc même si on a parlé il y a quelques semaines d'un potentiel intérêt pour le gardien espagnol David De Gea, suivant comment on le prononce, qui évolue à la Fiorentina et qui a finalement prolongé, il y a 3 noms qui ont clairement émergé pour ce poste de gardien de but concernant l'AS Monaco. Et il s'agit du Serbe de Chelsea, prêté à Strasbourg sur la saison écoulée, Petrovic, qui a 25 ans et en aura 26 en fin d'année. Bulka, le gardien polonais de Nice, qui est dans la même situation en termes d'âge que Petrovic, donc 26 ans en fin d'année, 25 actuellement. Et enfin, Ogurcan Çakır, le gardien international turc de Trabzonspor, qui n'a connu que ce club dans sa carrière, qui est ciblé. Ces derniers jours, on a la presse turque qui s'est fait écho de négociations s'étant intensifiées entre l'AS Monaco et Trabzonspor pour Çakır, qui a 29 ans. On parle d'une volonté de son club de retirer 15 millions d'euros pour ce joueur et de négociations qui se seraient tirées avec une offre de l'ASM potentiellement de 13 millions d'euros, bonus inclus. On a parlé d'offres refusées initialement entre 9 et 10 millions d'euros. Voilà, Çakır, c'est un joueur que forcément on a pu voir qu'à l'occasion des matchs qu'on a pu jouer contre Trabzonspor en Europa League il y a 2-3 saisons de cela. Moi, je ne le connais pas spécialement bien. Je le découvre notamment autour des retours d'expérience que certains spécialistes peuvent, en tout cas supporters, peuvent nous faire retour sur les réseaux sociaux. D'autres clubs comme Burnley, le PSV Eindhoven et Fenerbahçe seraient sur le coup. Shakhtar Donetsk aussi. Voilà, Çakır, c'est une piste qui se serait réchauffée du côté du Rocher. Mais
qui finalement ne serait pas prioritaire puisque Loïc Tanzi sur X nous a appris hier, après on va dire l'emballement des médias turcs habituels, que Çakır n'était pas la priorité de l'ASM, qui travaillait sur un plan A, sans citer de nom. Et je pense, mon avis, c'est que ce plan A, c'est Đorđe Petrović, donc le Serbe de Chelsea, qui était prêté à Strasbourg. Pourquoi? Parce que Petrović, il ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, puisqu'il n'est pas parti dans le groupe aux États-Unis qui disputera cette compétition, et que par différentes voies de presse, on comprend que le joueur veut un autre projet, un autre défi que celui que Strasbourg lui a proposé la saison dernière. Il a réalisé une superbe saison en Ligue 1. Il s'est vraiment révélé aux yeux du public français. Le problème, c'est que Petrović, il faudrait lâcher 20 à 25 millions d'euros, selon les derniers échos, pour le recruter. Donc, c'est une somme conséquente qui semble coller au fait que cette option A de l'ASM soit compliquée à conclure. Aujourd'hui, pourquoi je pense que c'est Petrović? Parce que même si Bulka, à qui il reste 1 an de contrat à Nice, aurait manifesté un intérêt pour le fait de venir à l'AS Monaco, alors qu'il évolue à Nice, c'est Foot Mercato qui nous avait révélé cette information. Je pense qu'il est moins compliqué d'aller chercher un Bulka à Nice pour 10 millions d'euros, aux alentours de 10 millions d'euros, faire cet effort-là, alors qu'on est un joueur qui est confirmé, qui a joué les dernières saisons en tant que titulaire à Nice et qui a fait des misères à l'AS Monaco, au Stade Louis II notamment, avec 3 pénaltys arrêtés en 2 saisons, donc 2 contre Balogun et 1 contre Biret. C'est un joueur qui aime le Stade Louis II, sportivement parlant. Voilà. Franchement, à mon sens, trop d'éléments tendent à penser que c'est Petrović que Monaco veut. C'est mon avis. C'est un avis que j'estime tranché. Je pense que c'est la volonté de beaucoup de supporters de faire Petrović, comme Bulka d'ailleurs, de ce que j'ai pu lire. Mais à mon sens, Petrović est un meilleur choix, de par le fait qu'il a déjà joué une saison complète à Chelsea, dans un Chelsea malade certes, mais il a déjà joué une saison complète à Chelsea, dans la peau d'un titulaire, 31 matchs, si je ne dis pas de bêtises, avant d'être prêté à Strasbourg, et que le contexte monégasque semble coller à ce que Petrović attend. C'est-à-dire un contexte avec la Ligue des Champions, un contexte où il sera titulaire, indiscutable. Donc, voilà, moi je pense que c'est Petrović. En tout cas, l'ASM va s'activer sur ce poste du gardien de but. On en saura plus dans les prochains jours. Mais ce qui est certain, c'est que le club princier s'active déjà très très fort pour boucler un maximum d'arrivées avant même que la préparation estivale ne débute. Hein, on est à 15 jours de la reprise à peu près. Donc voilà. Parmi les rumeurs un petit peu complémentaires qu'on a pu entendre, ou en tout cas les officialisations auxquelles on a pu assister, l'ASM a aussi permis à la signature de premiers contrats professionnels pour certains joueurs de son académie. Donc on parle de Nick Mokabakila et de d'Ilyes Belmokhtar qui ont signé leur premier contrat pro. On a aussi le milieu messin Anis Souber qui est venu signer son contrat pro du côté de l'ASM, qui est un milieu de terrain plutôt central, relayeur. Et voilà, qui va forcément, ces profils-là seront pour le groupe élite dans un premier temps. Mais voilà, il faut quand même en tenir compte. Voilà, globalement, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur du côté des arrivées et des départs. Voilà, à mon sens, il faut vraiment tabler sur le fait que l'ASM va faire 4-5 recrues cet été. Hein, on a en comptant d'ailleurs, on a donc
Eric Dyer, donc en défense centrale. On aura le gardien de but. On aura un milieu de terrain, un latéral et potentiellement un 5e joueur dont le poste reste à définir. Ça dépendra potentiellement de la situation de Brel Mbolo aussi en attaque. Parce que j'imagine mal que si Brunner ne donne pas satisfaction lors de la pré-saison, qu'on reparte avec seulement 3 attaquants pour cette nouvelle saison. Donc que ce soit Biret, Balogun et Ileni Kena. Donc voilà, il faudra suivre ça un petit peu sur tout l'été qui sera écoulé. Voilà, c'était un petit peu le point, donc en une demi-heure, de tout ce qu'il faut retenir sur le contexte mercato de l'AS Monaco, à 2 jours de l'ouverture officielle du marché des transferts. Pour vous faire un petit contexte aussi global de comment ça va se passer cet été avec moi sur YouTube, je m'étais défini de faire une vidéo à la base à chaque rumeur. Je pense que je ne ferai pas ça. J'essaierai d'animer globalement YouTube avec l'envie que j'ai de faire ces vidéos, de partager toutes ces informations mercato avec vous. J'adore faire ça. C'est pas un exercice aisé, mais j'adore faire ça. Mais on a aussi une vie de famille et d'autres obligations et je préfère me tenir à celle-ci en termes de priorisation. Quoi qu'il en soit, ce que je vous invite à faire, et vraiment, c'est à me retrouver sur Twitter pour évoquer ensemble et répondre, réagir sur toutes les rumeurs que je vais partager en provenance des différents médias. Je m'amuse aussi à retweeter certaines sources un peu moins qualitatives pour garder un historique de tout ce qui a pu sortir durant l'été. Voilà, donc je vous invite à commenter dans cette vidéo un petit peu vos envies en termes d'arrivée et vos prédictions en termes de départ. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, même s'il n'y a pas d'obligation. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dès qu'il y a un petit peu plus de rumeurs et un petit peu plus de contexte autour de l'AS Monaco. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Daguet Mounegou.